Bonjour à tous. Bonjour. Eh bien, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour le deuxième webinaire de la Semaine des champions du pôle systématique. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir toute l'équipe du Avia qui est présente dans nos locaux et qui va pouvoir réaliser ce webinaire de concert avec Catherine et moi-même. Donc, juste pour rappel, la Semaine des champions, c'est toute cette semaine. On a eu Scalix la semaine hier, on a eu Avia aujourd'hui, et les 3 autres champions seront présents donc les 3 prochains jours, hein, c'est le principe. Voilà, donc moi je suis Christian Gautreau, je suis le coordinateur de la relation entreprise et de l'enjeu One Health du pôle, et je coordonne également tout le programme champion. Voilà, donc le programme champion de la semaine, comme je vous le disais. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être champion? Déjà, Pierre, je dois te dire que tu es dans la continuité d'un programme champion qui date depuis 2011. Donc, il y a déjà beaucoup de champions, beaucoup d'entreprises. Et cette année, ce sera les 20 ans du pôle et on aura un événement un peu plus particulier sur le programme champion. On vous présentera le moment. Alors, le millésime de cette année, il a été particulièrement travaillé. On a un millésime avec des sociétés qui sont vraiment dans la deep-tech et dans la consolidation. Et ça, c'est vraiment important. Pour rappel, comment les entreprises sont identifiées pour être championnes? Eh bien, au départ, excuse-moi, pardon, tu peux couper ton micro. Ah, Voilà. Ouais. C'est mieux là? Bah, on va voir ce que disait les gens. Alors, n'hésitez pas à faire votre commentaire et me dire si c'est mieux maintenant. Ah, c'est top, voilà. Merci Lionel. Et donc, voilà, comme je vous le disais, le programme champion, il date de 2011 et depuis quelques années, les champions sont identifiés au sein des écosystèmes et c'est les coordinateurs, pour ce qui vous concerne, c'est Natacha, qui mettent en avant un potentiel champion qui ensuite est présenté à un jury. Donc, il y a encore plus d'interaction entre les champions et les opérationnels du pôle, et ça, c'était un sujet vraiment important. Donc, cette année, comme je vous le disais, beaucoup de maturité chez nos champions, des sujets très stratégiques, en particulier sur celui qui vous concerne, et vous allez pouvoir nous l'expliquer, et surtout des équipes très pragmatiques. Le jury et Fadoua Subé ont vraiment insisté cette année pour avoir des champions qui sont vraiment dans le pragmatisme, et du fait des situations actuelles, il en fallait et il en faudra. Donc, bravo encore. Et il y en a, du coup. Et il y en a. Et donc, c'est ce qu'on va pouvoir découvrir. Donc, voilà, vous avez la composition du jury. Le jury a particulièrement apprécié, et je vais vous lire un petit peu les commentaires de notre jury. Le jury a particulièrement apprécié dans votre présentation le fait de faire une plateforme clé en main complète. Et ça, c'est un vrai signe pour le marché des opérateurs qui est assez diffus en termes de matériel. Et là, pour le coup, vous avez fait un beau coup en proposant une unification sur un certain nombre d'opérateurs et de fabricants qui sont très diversifiés. Premier point. Le deuxième point qui a été noté par le jury, c'est une équipe chevronnée. Je reprends les termes du jury. Un écosystème dense, diversifié et international. Une dimension internationale. Ça, vraiment, on vous en félicite là-dessus. Et puis, le dernier point, qui est important dans la dimension d'entreprise, eh bien, c'est la qualité des fondateurs et des actionnaires que le jury a trouvé particulièrement engagés. Et ça, pour le coup, c'est tout à votre honneur et nous vous en félicitons. Et ça justifie en tout cas votre titre de champion du pôle 2024. Nous vous félicitons. Merci Christian. Voilà, un rappel pratique. Vous avez la possibilité de poser des questions dès maintenant dans le chat et puis en fin de séance, je reprendrai vos questions et je pourrai les soumettre à l'équipe du Avia. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je vais laisser la place à l'équipe et puis pour vous présenter et puis nous donner la substantifique moelle de votre projet et de votre webinaire. C'est à vous. Merci beaucoup Christian, merci à tous.
Donc, nous sommes trois ici autour de la table Uavia. Donc, Julien, qui est on va dire le patron marketing and sales avec les lignes de produits. Myriam, ici présente, qui dirige les programmes des émissions atmosphériques, et moi-même qui suis le président de la société. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, si ce n'est qu'on est très fiers, que je connais le pôle depuis quasiment son origine, que j'ai vu le démarrage du processus des champions, et que effectivement, je suis assez ravi, une grosse dizaine d'années après, d'avoir la chance de présenter un petit peu ce qu'on fait. Uavia, donc société qui est pas loin d'avoir 10 ans, on va vous expliquer pourquoi ce qu'on fait est en train de changer un petit peu la donne dans le monde du drone. Et pour ça, je vais me permettre, vu qu'on a dit chevronné, moi j'ai compris un certain âge, on va dire. Je vais vous dire pourquoi ce qu'on fait est en fait la continuité de ce qui se passe beaucoup dans le monde de la technologie depuis quasiment une bonne vingtaine d'années. Et en fait, les entrepreneurs sont souvent confrontés à un sujet, à une thématique dans leur propre sujet, et des gens comme les investisseurs, les pôles de compétitivité, les incubateurs, eux se rendent compte qu'il y a des sujets qui se renouvellent. Et donc, il y a un petit partage d'expérience que je souhaite faire, notamment s'il y a d'autres entrepreneurs ou d'autres projets émergents, pour montrer que ce qui est en train d'arriver avec Uavia, en fait, c'est une continuité logique du mouvement de la technologie. Et donc, on a appelé ça « Voler autrement », puisqu'on parle de drone, nous, et d'expliquer comment une solution logicielle vient décupler le potentiel des drones. Et donc, si on passe au premier slide, je vais commencer par faire un petit peu d'archéologie technologique pour vous montrer que c'est un sujet extrêmement prégnant depuis très longtemps. C'est en fait la question à laquelle on a répondu, la réelle question pour des entrepreneurs, c'est comment on fait pénétrer un acteur du logiciel dans un écosystème qui vient du hardware. En fait, c'est un sujet qui a commencé probablement il y a quasiment 50 ans. Donc, le secteur du PC, le secteur de la téléphonie mobile, les transports, l'IoT, tous ces secteurs-là ont vécu cette transformation et nous, on la vit dans le monde des drones. Donc, si on passe au slide suivant. Donc, en fait, si vous prenez un petit peu les secteurs d'activité dont j'ai parlé, le PC, ceux qui, comme moi, ont vécu l'arrivée de l'ordinateur personnel dans l'entreprise, notamment, ça, c'est le début des années 90, hein, c'est pas si vieux que ça, avant même Internet. En fait, on achetait des produits dans lesquels il y avait des logiciels, mais nous, on achetait un produit. Et le logiciel, il était gratuit. L'operating system qui était fourni par Microsoft à l'époque, il faisait des deals avec les fabricants de téléphones, c'était dedans, les gens ne payaient pas. Et puis, progressivement, d'un écosystème complètement fermé, on a vu arriver des suites logicielles qui se mettaient là-dedans. Donc, les gens achetaient un pack office, en gros, pour avoir des outils de robotique. Ils payaient un one-shot, puis après, ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Et puis, le web est arrivé, les produits online, et aujourd'hui, en fait, dans le monde du PC, d'ailleurs, que ce soit chez Microsoft ou chez Apple, en fait, vous avez du matériel et vous avez des stores avec énormément de logiciels qui sont quasiment tous sur des modèles pay as you go. Ça veut dire que les gens prennent des abonnements. Et en fait, il y a eu une différenciation complète de l'achat du matériel avec les services, les applications qui sont là. Et aujourd'hui, clairement, le business du logiciel dans ce secteur-là, il est bien plus gros que le business du hardware. La téléphonie mobile a suivi exactement, je ne vais pas vous faire la même histoire, mais exactement le même processus. Hein. Moi, j'ai commencé dans les téléphones mobiles, les premiers GSM, et c'était à un point qu'on n'amortissait même pas le logiciel. C'est-à-dire, quand on faisait le coût de revient d'un téléphone, le logiciel était gratuit. On calculait les frais de fabrication, le matériel, l'industrialisation, la garantie, et en fait, le logiciel, l'amortissement du logiciel, c'était négligeable. On partait par les millions de produits. Et en fait, c'est un très mauvais signe. Quand on ne valorise pas un logiciel, après, quand le modèle économique évolue, c'est compliqué de le faire rentrer dans la boucle. Et le troisième qui nous ressemble le plus, parce qu'on a une évolution de ça, c'est l'Internet des objets. C'est-à-dire, on a commencé il y a une vingtaine d'années à planter des capteurs un petit peu partout, dans l'industrie, dans la domotique, dans l'espace urbain. Et au début, tout le monde regarde le capteur qui transmet des informations. Puis ces informations, à un moment, il faut les gérer. Les capteurs, il y en a des millions, et on fait des plateformes d'IoT, Internet des objets. Et donc, les grands acteurs des plateformes IoT sont devenus des fournisseurs de systèmes d'information cœur dans les grands industriels, et c'est la partie la plus importante du secteur. Donc voilà, et donc du coup, quand une entreprise rentre dans cette problématique-là, que ce soit Uavia ou n'importe laquelle, quels sont les freins à arriver à faire se développer en logiciel? La première, c'est évidemment que les gens qui font du matériel, ils résistent un petit peu.
Ils ont peur d'être commoditisés. On va voir après que c'est pas la réalité. Mais au début, un acteur du logiciel se dit, d'ailleurs, ils ont tous fait ça, hein, les Microsoft, les Apple, tous. Non, mais je peux faire tout le logiciel. Puis à un moment, la pression est trop forte. Ça vient bouleverser les modèles économiques. Les gens qui achètent du matériel, ils ont l'habitude d'avoir un coût d'achat, ils n'ont pas l'habitude de prendre des abonnements. Et donc, ça vient bouleverser les choses. Et donc, la start-up, l'entrepreneur qui fait de l'innovation et qui commence à faire du logiciel, il va falloir qu'il explique à un acheteur que finalement, il va dépenser un peu d'OPEX aussi, des frais récurrents. Et du coup, il a l'impression qu'on multiplie les coûts, ce qui n'est pas vrai, en fait, on va voir. Mais, et donc, on avait un matériel qui avait l'air de faire tout, alors il ne faisait pas tout bien, il n'était pas très évolutif. Mais là, d'un seul coup, j'ai toujours le matériel, il faut que je commence à payer du logiciel. C'est toujours un peu bizarre. Et effectivement, pour l'entrepreneur du logiciel, dans les premières phases, il y a toujours un risque de dépendance. C'est-à-dire qu'on veut toujours être agnostique du matériel, mais on dépend un peu et il ne faut pas finir dans le syndrome du middleware qui dit qu'il peut tout faire et qui, à la fin, fait rien. Donc ça, c'est les freins que tous les gens qui font ces activités-là vont rencontrer. Après, les bénéfices, eux, ils sont, vous le voyez, beaucoup plus importants et beaucoup plus larges. Pour les utilisateurs, ils ont le choix. D'un seul coup, ils ont le choix du matériel. Ils peuvent avoir des évolutions fonctionnelles qui ne touchent pas au matériel. Et donc, le logiciel va amener des nouvelles features, tout un tas d'usages, sans que le fabricant de matériel, de drones pour nous, se prenne la tête tous les jours à modifier. Les vendeurs de hardware, du coup, ils ont moins de pression par rapport à ça. Ils peuvent vendre leurs produits qui vont être utilisés pendant 3-4 ans et qui ne sont pas obligés d'être renouvelés tout le temps. Quand on a ces évolutions-là, ça veut dire qu'aussi le fabricant de matériel, il peut dire, mais mon produit, il est future-proof, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, via le logiciel, évoluer et il n'est pas fermé. Voilà, donc c'est très, très positif. Et évidemment, c'est ça qui autorise le passage à l'échelle d'un marché qui s'élargit. Pour les intégrateurs, là, c'est une formidable opportunité parce que toutes ces fonctionnalités-là, elles ne sont pas forcément captives de la plateforme. Il y a des éditeurs qui peuvent développer des applications métiers spécifiques à l'oil and gas, à la défense, à l'environnement, etc. Et une plateforme sait les intégrer, donc le logiciel sait les intégrer. Et pour les éditeurs, pour finir, ben évidemment, eux, ils ont la possibilité de développer des nouvelles fonctionnalités. Et à partir du moment où on est dans un écosystème logiciel, il y a la place, un modèle économique pour qu'ils fassent leur argent comme tout le monde. Si on passe le slide suivant. Du coup, on était dans ce cycle-là, du point de vue des drones, et en fait, ce qui apparaît, c'est que les écosystèmes hardware, software fermés, propriétaires, ben, ils sont probablement en train de disparaître. Et sur la durée, alors même si à un moment un secteur commence par ça, l'histoire montre qu'au fur et à mesure, c'est obligé de s'ouvrir. Donc, si on regarde un peu les histoires, Apple, qui était complètement fermé au début, qui a fait ça, ben, aujourd'hui, c'est quand même très ouvert. Alors, ils sont malins. C'est-à-dire qu'ils captent de la valeur sur tout ce qui se passe autour d'eux. Ils ont les stores, ils prennent des commissions, etc., etc. Ils valident des choses. Mais il n'empêche qu'il y a un business énorme sur les applications. Il y en a un qui peut-être est un peu plus résistant, donc il faut le regarder un petit peu, parce que ça venait perturber le modèle économique global du secteur, c'est les jeux vidéo. Nintendo, les trucs comme Mario Kart, qui étaient vraiment spécifiques à la petite console, comment s'appelle-t-elle, la Switch, par exemple, bah, en fait, eux, ils ont retardé le moment où on pouvait jouer online, etc. Pourquoi? Parce qu'il y avait un gros risque, mais il n'empêche que ça arrive. Et donc, l'histoire montre ça. Voilà. Et on a même le cas aujourd'hui d'un Google qui progressivement tente de devenir, incroyable, un acteur pur du logiciel sur le hardware. Et donc, qui, en fait, on voit des écosystèmes qui s'éclatent. Et ça, c'est plutôt positif. Alors, si on passe le prochain slide. Du coup, je vais maintenant... vous voyez que mon objectif, c'était de vous montrer que ce qui arrive, ce qu'a fait Huavia dans les 10 premières années, c'est s'imposer pour le bien d'un écosystème, dans un écosystème qui n'avait pas prévu la place de logiciel. Donc, je vais laisser mes camarades Julien et Myriam prendre la suite. On voit bien le positionnement. Très bien, merci Pierre. On va prendre la suite avec Myriam. On va essayer de rentrer dans le concret des usages que l'infrastructure logicielle peut apporter effectivement à la technologie de drone. Tout ce dont tu as parlé, en fait, on va retrouver des choses. Et l'histoire, le sens de l'histoire traverse toutes les technologies dont tu as parlé et de manière inévitable les sujets drone. Et ce par quoi je voudrais commencer, c'est une expérience personnelle, en fait. Moi, j'ai eu la chance et l'honneur d'être un référent drone dans une multinationale industrielle. Et à ce titre, je devais réfléchir à pas mal d'aspects sur voilà, les drones, en quoi ils peuvent être utiles pour une industrie
multinationales avec plein de secteurs d'activité différents. Et à travers ce réseau-là, moi j'ai eu la chance de créer une équipe de télépilotes, ce qui m'a permis de voir assez rapidement les limitations du drone télépiloté. Parce que voilà, aujourd'hui, on peut acheter des drones très facilement sur étagère, les mettre dans les mains des télépilotes, faire un certain nombre de choses, comme de l'inspection des sujets relativement spot et planifiés. Et après, on a assez vite rencontré des limitations. Comment on va utiliser les drones pour faire du récurrent, comment on va utiliser les drones pour des usages d'urgence. Donc voilà, donc ça, c'était une première contrainte. La deuxième contrainte que j'avais, c'était la pluralité des systèmes qui existaient. C'est-à-dire que moi, j'avais l'opportunité de rencontrer beaucoup de constructeurs, chacun avec ses avantages, ses inconvénients. Donc ça, c'était un peu ma deuxième contrainte, c'est-à-dire beaucoup de choses disponibles sur le marché. Et puis ma troisième contrainte, c'était une chance, encore une fois, d'avoir beaucoup de correspondants dans différents secteurs, l'exploitation, la sécurité, la sûreté, l'environnement. Et l'idée, à travers ce réseau, c'était, au-delà de l'animation, c'était de fédérer un petit peu tous les sujets et de référencer tous les cas d'usage qui pourraient être intéressants de valider, de tester, d'expérimenter à travers des drones. Et je voyais bien qu'avec capacité d'environ 2 à 3 expérimentations par an, on n'allait pas du tout y arriver, parce que j'avais des dizaines de cas d'usage, environ une dizaine de domaines métiers, autant de drones qui existaient sur le marché, et je voyais bien que si on ne prenait pas le sujet un peu à bras le corps, on n'allait pas forcément accélérer finalement la mise en œuvre des drones dans l'entreprise. Donc finalement, j'ai essayé de voir sous quel angle je devais aborder le sujet, et finalement, je me suis dit, ok, il y a plein de drones, en plus ça évolue très vite, les usages, il en arrive quasiment tous les jours. Et donc l'idée, c'est, je vais me focaliser sur les fondamentaux. Et le prisme le parti pris que j'ai pris, très simplement, c'est l'IT, parce qu'en fait, de se dire que le drone est un ordinateur volant, finalement, quelque part, pour moi, c'était un petit peu rassurant, dans le sens où je vais pouvoir y appliquer tout ce que je connais en matière d'IT, tous les process de validation qu'il peut y avoir dans un projet IT tout à fait standard. Et qui va passer tout un tas d'étapes, notamment tout ce qui va être classification des données. Donc, le drone, oui, c'est un capteur qui vole et qui capte des données. Et le principe de base, c'est, OK, on va collecter des données. Donc, je dois classifier mes données en fonction de la disponibilité, de l'intégrité, la confidentialité, la probité de ces données-là. Et donc, en découle ça, mettre en musique des moyens adéquats en matière de cybersécurité, d'architecture, de souveraineté. Et donc, autant de volets et d'étapes de workflow IT qu'il faut passer, et qui fait que aussi la DSI se sent plus investie et ne se retrouve pas avec autant de projets drones qu'il peut y avoir d'utilisateurs, de sites, et donc un enfer à la fin de la journée, avec beaucoup trop de projets d'architecture à gérer. D'un point de vue plus sur le terrain, cette infrastructure logicielle, il faut aussi qu'elle me permette d'accepter le fait qu'on n'a plus besoin de télépilote. Donc, il faut de la navigation autonome, il faut sécuriser les vols. Et si je peux donner quelques KPI très simples, à partir du moment où on est passé du drone télépiloté au drone autonome, on a multiplié par plusieurs centaines le nombre de vols par an, et en effaçant complètement l'idée d'avoir une erreur humaine qui représente à peu près 80-90% des erreurs en fait, et des incidents qu'on peut avoir avec des drones sur des sites industriels. Donc on voit tout de suite la valeur d'avoir des drones autonomes qui sont intégrés, au même titre que des PC et des serveurs, à un système d'information qui est commun à l'entreprise. Et puis, ça fait des utilisateurs heureux, parce qu'à travers cette application, à travers tout un tas d'applications qu'on peut imaginer, ils ont accès aux drones pour superviser de potentielles actions, et ils ont accès à des données qui sont sécurisées, qui sont partageables. Donc, on peut mettre en place une infrastructure qui est collaborative, et donc on peut avoir une personne à un endroit qui peut faire voler des drones à d'autres endroits et partager les données avec ses collègues, etc. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir une infrastructure logicielle à tous les étages, à tous les niveaux, pour sécuriser la donnée de bout en bout, et permettre à des utilisateurs de pouvoir tester du matériel plus simplement, plus flexible, plus évolutif, et beaucoup plus agile, et de passer de 2 à 3 expérimentations par an
une fois que vous déployez un site avec quelques systèmes, vous pouvez, moi j'ai souvenir d'un site pilote, revenir avec 20 cas d'usage qui ont été testés. Donc ça va beaucoup plus vite, on accélère considérablement la manière dont on va pouvoir tester, valider, on se dit ok, ce cas d'usage finalement aucun intérêt, celui-là beaucoup plus, etc. Et créer son propre ROI en fait sur ces technologies-là. Donc dans les premiers cas d'usage qu'on a pu expérimenter à travers cette infrastructure logicielle, ça a été sur les usages principalement de sûreté et de sécurité. Donc la sûreté, on est vraiment entré sur des sujets de gestion de crise, hein, à savoir qu'on a une alerte, un incident qui arrive sur un site Céveso en l'occurrence, la capacité à envoyer un drone pour lever un doute. Et si le doute est avéré, confirmer l'accident, rechercher les victimes avant même l'arrivée des secours, et avoir donc des images anticipées en salle de gestion de crise, en anticipation de la gestion de crise et pendant la gestion de crise, parce qu'on peut maintenir un appui aérien pendant la gestion de crise pour avoir de l'image et faciliter la communication entre terrain et salle de gestion de crise. Et sur la partie, sur la partie sûreté, la mise en place de drones qui permettent de faire des levées de doute périmétriques lorsqu'on a des alertes d'intrusion. C'est ça aussi, hein, l'intérêt d'avoir une infrastructure logicielle, c'est de pouvoir s'interconnecter avec d'autres systèmes. Bien sûr. Donc si j'ai des systèmes qui me permettent de me dire, là il y a un feu qui se déclenche, ici j'ai une intrusion, ça me permet de déclencher automatiquement des drones. Ça, il n'y a que l'infrastructure logicielle qui peut permettre de le faire. L'idée même d'imaginer d'avoir des télépilotes pour faire cela, il n'y a aucun manager au monde qui validera un tel projet parce qu'en fait, ça coûte beaucoup trop cher à maintenir, beaucoup trop de formation, du RH, du matériel. Voilà. Et puis au-delà de l'interconnexion avec ces systèmes, on s'interconnecte aussi, j'en ai pas beaucoup parlé, mais sur les aspects réglementaires. Hein, cette infrastructure logicielle, elle est aussi designée et elle évolue avec la réglementation. C'est-à-dire qu'elle permet de s'affranchir de télépilote, mais tout en étant compatible avec les sujets réglementaires. Et on peut aussi entrevoir l'idée d'intégrer les trafics de drones autonomes au sein de ce qu'on appelle les use space. Alors, les use space, c'est des concepts dans lesquels, effectivement, on fait cohabiter des drones et d'autres types d'aéronefs de manière autonome. C'est vraiment ça le principe. Myriam, pour la suite. Oui, merci Julien. Moi, je vais vous parler du cas d'usage des émissions atmosphériques, en particulier les émissions de gaz à effet de serre telles que le méthane ou le dioxyde de carbone dans le secteur de l'oil and gas, car ce secteur est soumis désormais à une réglementation qui est contraignante. Mais une réglementation comme ça ne s'arrive pas du jour au lendemain. Donc, ça fait des années déjà que les grands industriels de ce secteur se préparent et travaillent sur des solutions de mesure de leurs émissions. Ils ont vraiment besoin de ces données qui sont critiques pour ces industriels pour monitorer, rectifier, réduire leurs émissions. Et évidemment, là, ils ont pensé au drone, qui a toute sa place entre les solutions satellites pour les énormes sources d'émissions et les capteurs fixes qui forcément loupent une partie des émissions. Donc, le drone a toute sa place. Donc, comment l'histoire a commencé pour ces grands industriels? Ça commence de manière assez classique par une solution prototype sur un site pilote. Donc là, il y a souvent un télépilote qui peut être un sous-traitant, qui vient avec une solution de mesure qui est plus ou moins mature. Et là, il va capter des données. Il va repartir avec des données qui sont sur son drone, sur une carte SD probablement, et puis l'industriel ne saura pas forcément avec qui elles seront partagées, ce qu'elles vont advenir. Voilà. Avec le télépilote, il faut un expert gaz, un expert émission, parce que c'est un sujet très complexe de quantifier ces émissions. Pour l'instant, ça reste toujours très très complexe. Il faut comprendre la physique de la diffusion d'un panache de gaz dans l'atmosphère. Il y a une multitude de paramètres en entrée. Donc, il y a une vraie expertise physique, une expertise sur les émissions atmosphériques pour permettre de comprendre, de mettre au point une stratégie de vol qui n'est pas évidente et qui permettra de remonter au débit à la source.
Donc tout ça, c'est compliqué et il faut penser à tout l'aspect logistique, par exemple, pour aller sur une plateforme offshore. C'est pas du tout évident. Donc il y a toute cette problématique de ressources, d'expertise, de logistique, où il faut aussi pour le matériel, il faut acheminer le matériel d'un site à un autre. Il y a le problème des formations, parce que tout le monde, évidemment, n'a pas le droit d'aller sur ces plateformes. Faut être formé, faut accéder en hélicoptère, en bateau. Tout ça, c'est très complexe. Et ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros, ce type de mission de mesure des émissions atmosphériques. Et le logiciel va apporter clairement une simplification sur ce cas d'usage. Ça, c'est évident. Grâce au logiciel, on va pouvoir mettre, par exemple, toute l'intelligence de vol des drones, toute cette intelligence, on peut l'injecter dans la plateforme et simplifier beaucoup les choses. Donc, s'il y a simplification, il y a automatisation avec éventuellement du matériel qui peut rester à demeure et toute la logistique va être simplifiée. On va plus avoir besoin de démultiplier l'expertise, par exemple, sur tous les sites. Et on voit bien comment le logiciel permet de passer d'une solution prototype sur un site pilote au passage à l'échelle et à cette solution déployée sur tous les sites, toutes les plateformes dans le monde entier de l'industriel. Donc ça, c'est très, très important. Et donc cette plateforme, elle va permettre d'avoir des données, comme le disait Julien plus tôt, sur ce cas d'usage-là, des données centralisées qui vont pouvoir être exploitées localement ou par une équipe d'experts peut-être centrale. Et sécurisé, c'est-à-dire qu'enfin l'industriel sait très bien ce qu'il a besoin de ces données, il maîtrise voilà, ces données. Donc voilà. Et d'autre part, on voit aussi que le système de mesure, le système hardware, va pouvoir être customisé pour le use case, en fait, pour le cas d'usage. Donc, par exemple, en fait, la précision requise n'est pas du tout la même pour détecter une fuite, où là, on va pouvoir, par exemple, utiliser une cellule électrochimique sur un range de mesure particulier, monter sur un micro-drone avec la réglementation qui va avec ce type de système. On aura un certain niveau de précision, mais qui suffira pleinement à ce cas d'usage de détection de fuite. Et par contre, si on cherche à quantifier les émissions, là, on a vraiment besoin d'obtenir un niveau de précision élevé sur la mesure et on va pouvoir prendre un spectro de plusieurs kilos sur un drone beaucoup plus gros avec la réglementation qui va avec ce système, évidemment. Et on adapte complètement le système de mesure au cas d'usage. Voilà, donc ça, c'est très intéressant. Moi, je trouve que c'est ce que tu viens de dire par rapport à ce qu'on disait au début. Il y a un lien qui est clair, c'est que en fait, on n'est pas en train de réduire la place du matériel. Les fabricants de capteurs qui ont des diversités de capteurs ou les fabricants de drones, dans ce que vient de dire Myriam, le logiciel, l'infrastructure logicielle qu'on fait et le traitement embarqué ou débarqué permet à ces gens-là d'avoir plus de débouchés. Des petits capteurs, des gros capteurs, des petits drones, des gros drones. Mais simplement, il y a une unification. Et donc, en fait, l'exemple qui vient d'être donné montre la manière dont un écosystème se développe, alors que sinon, il était bloqué en silo avec des expérimentations, comme disait Julien, qui pouvaient être très longues, très douloureuses, et qui, en fait, ne passaient pas à l'échelle. Voilà. Parfaitement illustré. Et donc, on a une dernière planche pour illustrer les différents cas d'usage qu'on peut adresser. Bon, ils sont multiples, mais là, on va faire un focus sur tout ce qui touche à la sécurité civile. On travaille en collaboration avec des pompiers, donc ils sont cités ici le SDMIS, donc les pompiers de Lyon. Alors, ce sont des utilisateurs, et à travers l'infrastructure logicielle, qu'est-ce qu'ils retrouvent en fait? Ils vont retrouver cette capacité à mailler finalement un territoire avec des drones déjà déployés, chose qu'on ne peut pas faire avec des télépilotes. Donc des drones qui sont prêts à décoller à différents endroits d'une zone, de plusieurs zones qui sont à défendre. Et ça va leur permettre, lorsqu'il y a une alerte, alors je vais prendre le cas de l'alerte, mais après il y a aussi le cas de la surveillance,
dans le cas d'une alerte, par exemple, d'une victime qui se noie dans le Rhône, la capacité à déclencher un vol de drone dans la seconde, en fait, les quelques secondes qui succèdent l'appel, et de commencer à avoir des images en anticipé du Rhône et de potentiellement la victime, de commencer à la localiser, commencer à la chercher, potentiellement à la rassurer parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe, et il y a déjà quelqu'un, entre guillemets, qui est présent sur place. Et ça permet de renvoyer des infos, à la fois des infos visuelles, des infos de coordonnées aux différents secouristes, qu'ils arrivent en camion, qu'ils arrivent en bateau. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette donnée qui soit disponible pour tout le monde pour maximiser les chances, finalement, de sauver la personne qui tombe à l'eau. Et puis, on a des sujets aussi autour de la surveillance de feux de forêt. C'est-à-dire que là, on a des zones à défendre qui sont très étendues, et la capacité à programmer et à rendre relativement autonomes les drones dans leur vol. Parce qu'encore une fois, c'est toujours pareil, c'est très compliqué de mettre en œuvre un système où il y a des gens qui vont être constamment en train de configurer les drones, faire voler les drones. Bon, voilà, et pendant 2 mois, il n'y a pas de feu, tant mieux, j'ai envie de dire. Mais c'est très difficile à justifier. C'est beaucoup plus facile à justifier un drone qui fait 90-95% du boulot, donc qui autonomise, qui robotise le cas d'usage, et qui va faire de la surveillance sur une zone forestière, une zone étendue à défendre par les pompiers, et qui, sur détection de fumée, de points chauds, de flammes, etc., sera capable de détourner son voile, de venir se rapprocher, de confirmer, et de j'allais dire donner l'alerte. L'alerte, elle est déjà donnée quasiment à ce moment-là, mais en tout cas de confirmer et de mieux qualifier l'incident, l'incendie, l'accident, l'incident, mieux qualifier pour que les secouristes puissent mieux dimensionner les ressources qu'ils vont mettre en œuvre, c'est-à-dire le personnel, enfin, les guerriers du feu, quoi, les combattants du feu, et puis le matériel, les camions, etc. Parce que c'est vrai qu'ils ont un très fort enjeu sur l'aspect, voilà, ils ont des ressources qui sont ce qu'elles sont, et quand il y a plusieurs incidents ou incendies qui se déclenchent, ils ne peuvent pas tout envoyer à l'incident numéro 1 et après se retrouver avec plus rien pour l'incident numéro 2. Donc voilà, le dimensionnement, la qualification des incidents et le dimensionnement des ressources sur chaque intervention est clé pour eux. Et ça, le drone autonome, avec cette capacité à être déployé, retransmettre le flux vidéo directement en salle alors ce qu'ils appellent le CTA, le centre de traitement des appels, et un peu plus haut, la partie gestion de crise, ça leur permet vraiment de mieux qualifier et de mieux dimensionner. On peut revenir aussi sur le cas des émissions, dans ce cas-là, pour les pompiers, puisque le logiciel va pouvoir, par exemple, dans le cas d'un incendie industriel, va pouvoir modéliser les émissions en fonction des types de polluants chimiques présents, en fonction de la météo. Donc, on va pouvoir modéliser et apporter du support aux pompiers dans la gestion de la crise. Donc, on peut les aider à prendre des décisions d'évacuation des populations, quelle zone exactement doit être évacuée ou au contraire confinée. Donc là, encore une fois, le logiciel va avoir son rôle à jouer en support de gestion de crise. Alors, on a fini. Ouais, petit lien, parce que les pompiers, évidemment, les pompiers, c'est la gestion de crise, c'est la sécurité civile, hein, ce sont des clients, je dirais, qui sont devenus des partenaires, on comprend leur métier. D'ailleurs, on a beaucoup impliqué la Direction générale de l'aviation civile dans ce sujet-là, pour justement voir dans quelle mesure, dans des situations d'urgence, ils pouvaient utiliser des drones, et notamment des drones autonomes, parce que la raison pour laquelle ce service peut être rendu et va être de plus en plus rendu, c'est bien parce qu'au niveau de la plateforme logicielle, il y a une intégration avec les systèmes de gestion de crise, les plateformes informatiques qui sont très orientées, on va dire, sécurité, voire défense, qui leur permettent d'activer au même titre que d'autres moyens et de monitorer l'apport du drone. Et en fait, c'est... Quand on travaille sur des projets comme ça, et je reviens à ce qu'on disait au début, on commence par regarder si le drone peut être utile. Ensuite, on va vers le côté applicatif. Est-ce que le logiciel peut aider à améliorer l'application, à faire du vol autonome pour dimensionner et faire un scanning propre des émissions ou à les détecter. Et puis, une fois qu'on est convaincu de ça,
eh ben, on revient au côté infrastructure et on dit, OK, une infrastructure logicielle, elle n'est jamais toute seule. Il faut qu'elle s'inscrive dans le cadre on va dire, de la doctrine d'utilisation des moyens par des sapeurs-pompiers ou par la Marine nationale ou par ces gens-là qui ont des systèmes, des hyperviseurs, des systèmes de gestion de crise. Et comme on a une plateforme informatique, eh bien, on vient la déployer et l'intégrer à ces choses-là, et ça devient une solution intégrée. Parce que ce que vous disent vraiment des gens comme les pompiers de Lyon avec qui on travaille, ils reçoivent, je crois, à peu près 500 000 appels par an. C'est énorme. Toute la gestion du Rhône, il doit y avoir 200 ou 300 000 interventions. Il est hors de question pendant une intervention que quelqu'un découvre l'utilisation d'un nouveau système informatique. Impossible. La personne, il va perdre du temps. Là, on est sur des sujets qui doivent leur permettre de gagner 2, 3, 4, 5 minutes pour avoir des informations fiables au moment de la gestion de crise. Donc, soit le système est complètement intégré et il est enfantin à l'usage, soit il n'est pas utile en réalité, malgré tout son apport. Et donc, on est à cette phase-là, et donc on intègre les solutions voilà, des systèmes du ministère de l'Intérieur, et puis ça va venir au système aussi des armées, parce que sur la marine, la défense, ils ont des sujets de gestion de crise comme ça, et ils ont tous besoin de la même chose en fait. Et on vient des industriels, on est parti vers les ports, on est parti vers les pompiers, on est parti vers la marine, et en fait, on se rend compte que l'utilisation du drone efficace passe par la même chose, et donc on est au moment de la bascule dont je parlais, où le logiciel, l'infrastructure logicielle, comme pour l'IoT, devient prépondérante. Donc c'est peut-être pour ça qu'on est des champions du pôle cette année. C'est sûrement pour ça. Très bien. Eh bien, écoutez, merci. Hein, très intéressant. Pierre, c'était très bien de rappeler un peu l'histoire de la technologie et de rappeler que finalement, le positionnement que vous avez pris, c'est de permettre, comme tu le disais, que tous les acteurs qui vont faire du hardware puissent en quelque sorte devenir du plug and play sur les métiers, quoi. Exactement. Et se mettre dans une dynamique des métiers de l'IT, où une grande DSI, finalement, elle va prendre un intégrateur d'infrastructures pour faire en sorte que son parc logiciel volant, en quelque sorte, puisse être complètement intégré dans les spécifications de son groupe. C'est ça qui est super bien vu. Très bien. Alors, on va passer aux questions. Alors, je vais vous lire les questions, plus quelques-unes que j'ai préparées pour vous. Pas de piège, j'espère. Bien sûr, on a bien les pièges. Bien sûr, vous avez bien en plus. Alors, première question. Puisqu'il n'y a plus personne qui télépilote le drone, comment savoir si le drone est hacké en temps réel? Ça, j'ai envie de dire, même si un télépilote, cela dit oui. On ne sait pas forcément si le drone est hacké en temps réel. C'est-à-dire que les données peuvent très bien fuiter et le télépilote ne s'en rend absolument pas compte. Je pense que la question porte plus sur la navigation. Effectivement, un télépilote qui se fait hacker au niveau de la navigation va s'en rendre compte. Alors, en fait, si je parle de la solution telle que nous, on l'implémente, on fait tout pour justement que ça ne soit pas possible. Alors, le risque zéro n'existe pas en cyber, on le sait. Et c'est pour ça que je parlais au début de la classification des données et des moyens cyber qu'on met en adéquation avec ce que l'entreprise est prête à accepter ou non. C'est-à-dire qu'il y a des analyses de risque qui sont faites. J'en ai pas parlé, mais au-delà de tous les aspects IT, il y a aussi les aspects analyse de risque qui sont très poussés en général avec chacun de nos clients. Et en fait, on voit bien qu'il y a... Enfin, le risque zéro n'existe pas. Nous, on cherche à le rendre nul. Et en fait, notre logiciel est fait pour. C'est-à-dire qu'il y a de double authentification, drone plateforme, et on cherche absolument à ce que cela soit rendu le plus complexe possible pour un attaquant. Après, si la question c'est si ça arrive, qu'est-ce qui se passe, c'est un peu plus compliqué de répondre sans dévoiler trop de choses. Je ne sais pas si tu veux compléter. Non, oui, il y a des choses qu'on peut dire. C'est un des sujets, parmi les sujets qu'on a abordés dès le début, et d'ailleurs Julien, qui était du côté d'un compte industriel à ce moment-là, et venait de la DSI, était sensible. Comme on est parti du point de vue de l'IT, la cybersécurité a été un de nos premiers enjeux. Bien sûr. La première chose qu'on a dit à nos clients, c'est de dire, attendez, un drone, c'est quelque chose qui est fait pour capter des données et les transmettre. Et là, on était dans un flou absolu.
Donc, on a mis en place des choses qui ressemblent à ce qui se fait dans les secteurs bancaires ou autres. C'est-à-dire que les données, il y a toute une gestion, une plateforme informatique, elle est auditée d'un point de vue cybersécurité. On sait la déployer dans le système d'information d'un client ou d'une autorité régalienne qui peut faire ces tests de pénétration et qui d'ailleurs le fait tous les ans. Donc ça donne une sécurité. Les données, on s'arrange pour qu'elles soient évidemment chiffrées. Donc on rajoute énormément de cyber à l'usage des drones en tant que tel. Et puis quand on est face à du matériel, peut-être on y viendra plus tard dans des questions, dont on a des petits doutes de souveraineté, ben, on développe des choses complémentaires pour essayer de rendre au maximum étanche et d'atténuer le risque de fuite de données. Voilà. Donc ça fait partie de nos métiers cœur. La plateforme informatique, elle a été pensée dès le début pour résoudre ces sujets-là. Tout comme à l'intérieur, vous avez une traçabilité complète de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que quand un vol a lieu, on sait qui l'a observé, qui l'a lancé, à quelle date, avec quelle machine, quel capteur, et ces données-là peuvent être retracées. Et donc, ça donne aussi beaucoup de, on va dire, de certitude et de confiance à l'utilisateur final, parce qu'il faut rappeler, on ne l'a pas dit, nous ne sommes pas des opérateurs. Nous fournissons une infrastructure et des solutions pour que nos clients, qui en général sont soit des grands industriels, soit des autorités, qu'elles soient publiques ou privées, eux-mêmes deviennent opérateurs de ces solutions, comme ils le font pour d'autres choses. Et donc, on doit leur amener ce dont ils ont besoin pour faire ça en toute sécurité. Merci, cette réponse est très claire. Deuxième question. Quelle stratégie UAVIA met-elle en œuvre pour prévenir, détecter et répondre aux menaces cyber, pilotage des drones, virtualisation, afin d'assurer la continuité de service? C'est un petit peu dans le même esprit. Il y a un petit quelque chose en plus. Ouais. Depuis le départ, une des originalités du UAVIA a été de travailler sur les réseaux de télécommunications cellulaires, qui en fait, pour l'information de tous, ceux qui viennent des télécoms le savent, sont beaucoup plus sécurisés que des liaisons point à point, Wi-Fi, que sais-je, et qui peuvent être hackés facilement. Par contre, à partir du moment où on a prévu, ce qui est très intéressant, de pouvoir faire des vols à très longue distance en réalité, puisqu'il n'y a pas de limite de portée, on n'est plus sur une manette qui porte à 1 km ou 2 km ou soi-disant 4 km. Voilà, le drone se connecte via nos systèmes à des systèmes cellulaires, donc il a une portée infinie. Mais il est susceptible de perdre sa connectivité. Donc on est parti du principe, comme ça se fait dans l'aérien comme tout, que rien n'était fiable. Et donc on a géré la situation où le drone perd la communication entre la plateforme et le drone. Que ce soit parce que mon Wi-Fi ici tombe, que ce soit parce que mon réseau informatique est par terre, ou que ce soit parce que le réseau cellulaire il tombe en panne ou que le modem il tombe en panne. Et dans ces cas-là, le drone, on a développé, en fait, on parle beaucoup de l'infrastructure logicielle, mais on met aussi un logiciel d'intelligence embarquée qui, en fait, décide de la manière dont le drone navigue, ça prend le contrôle du drone, et il connaît son environnement au moment du décollage, il sait ce qu'il a fait, il reçoit des informations ou d'un seul coup il n'en reçoit plus. S'il n'en reçoit plus, un drone qui est perdu, il a deux solutions, hein. Soit il déclenche un parachute et il tombe, soit il s'arrête et il tombe, il atterrit ou il tombe, en gros. Maintenant, pas chez nous. Le logiciel embarqué, il sait revenir à la maison tranquille, mais pas en ligne droite, en évitant tous les obstacles dont il avait connaissance, parce que tout le processus de navigation est en embarqué. Donc, on est résilient à la perte des communications cellulaires, et c'est un des trucs qu'on a fait. Donc, il y a des gens récemment, des gens régaliens, qui ont des droits peut-être supérieurs à d'autres, qui ont fait des missions de 12 km et qui ont dit, bah ça, voilà, ça c'est une véritable innovation, parce que sinon, ça, pour on passe notre temps à se balader. Ah bah oui, on passe notre temps à se balader. Je dois juste nuancer quelque chose. Les drones savent rentrer. Sans parler du UAVIA, les drones savent rentrer, mais en ligne droite. En ligne droite, oui. Et ça, c'est impossible sur un site Céveso, c'est impossible sur le cas d'usage dont tu parles. C'est qu'on est passé derrière une colline pour aller voir certaines choses. Tout ça. Et le drone, s'il perd la communication et qu'il rentre en ligne droite, c'est sûr, il se prend une colonne, il se prend une colline. Et nous, justement, on gère ce retour à la maison en évitant les obstacles. Voilà, c'était juste là. Ah ouais, mais c'est exactement ce que je voulais dire. Et ça, c'est vrai que c'est un point que moi, je ne connaissais pas. Je ne savais pas que vous aviez développé justement un module. C'est encore plus sécurisant, j'allais dire, pour un opérateur final, un grand industriel qui va lancer une campagne d'opération, d'avoir un logiciel, je veux dire, qui est à l'état de l'art d'un point de vue SI.
qui en plus a un module embarqué sur des matériels, et donc qui forcément ont plus de chances d'être, j'allais dire, à l'état de l'art que d'un fabricant qui fait d'abord du matériel hardware et qui va, lui, en gros, piocher des modules pour équiper son matériel. Alors, on a des... Le risque est pour le coup est Bien plus sûr. sécurisé quand c'est l'opération, quand c'est une infrastructure comme la vôtre. Alors, on a toujours, dans la chose qu'on fait aujourd'hui, les manières dont on utilise les drones, il y a toujours un logiciel qui va embarquer, qui va gérer la navigation. Il n'y a pas toujours un module. Il y a des drones, si je cite par exemple les drones de la société Parrot, ils ont de la puissance de calcul en embarqué. Donc, dans ces cas-là, on est capable, et ils ont déjà une connexion cellulaire. Dans ces cas-là, on est capable de faire une intégration pure logicielle. C'est-à-dire qu'on vient mettre un logiciel qui on revient au métier de l'informatique. Voilà, voilà. Et puis quand il n'y a pas, quand c'est des drones, on va dire un peu plus ce qui est le monde du drone, un petit peu, qui sait voler mais qui ne sait rien faire d'autre, il attend la commande d'un pilote, et ben là, on met un ordinateur compagnon avec un modem et on va gérer toute la chose et on l'intègre. Et le fabricant a une version du drone avec l'option compatibilité UAV. Voilà. Très bien. Alors, question suivante. Alors, en anglais. Reason about AI and cybersecurity resilience for few seconds. Comment UAVia anticipe l'intégration de l'IA embarquée et la gestion autonome des drones pour sécuriser et rendre résilients les missions complexes, inspection, maintenance, face aux attaques et aux pannes? Alors, on a déjà un peu répondu. Ce qu'on peut rajouter, c'est les pipelines de données et la manière. Je reviens au point initial. Ouais. On n'est pas forcément. Il y a des sujets sur lesquels on a fini par acquérir une spécialité. Ouais. Donc, on est capable de développer de l'intelligence embarquée pour répondre à un usage. Ouais. Mais surtout, on a traité, et d'ailleurs, c'est partie des brevets du UAVia, la gestion du pipeline de données. C'est-à-dire qu'on est capable de faire tourner via la plateforme à l'intérieur du drone, un logiciel de machine learning qui a été développé par un éditeur logiciel applicatif qu'on va provisionner et on va gérer tout le pipeline de données. Un logiciel qui peut être une boîte noire, qui peut apprendre, je ne sais pas, à détecter une corrosion critique sur une infrastructure particulière, c'est pas tout notre métier. Mais nous, on est capable de rendre, via la plateforme, de rendre le drone intelligent pour cette mission. Voilà. Et donc, voilà. Et pour le reste, on a déjà couvert un peu les choses. Voilà. On passe à la question suivante. Vas-y, ouais. Allez, c'est parti. Alors, le marché du drone civil est disputé par un géant chinois, G, et un challenger US, Skydio. En Europe, on ne voit pas émerger particulièrement un champion, mais plutôt un morcellement de la filière, avec beaucoup de constructeurs. Comment voyez-vous l'avenir pour le continent européen afin qu'il puisse exister sur ce marché? Alors, ça, c'est une vraie question stratégique. Oui. Alors, merci. C'est la question. C'est la question à laquelle, en fait, on s'attelle à répondre. Et tout ce qu'on fait va dans ce sens-là. C'est vrai. Mais c'est classique. Ça s'appelle l'Europe. Donc, les US, quand ils se mettent en marche, voilà, il y a un acteur, Skydio, qui a été cité, qui est une société qui part du principe que je disais au début, on va dire, des PC au départ ou des téléphones. C'est-à-dire qu'ils font tout. Ils font du téléphone, ils font le logiciel embarqué, ils font une plateforme informatique. C'est en train de devenir un acteur important. Je crois qu'ils viennent de récupérer un contrat d'1 milliard de l'armée américaine. Ils ont eu des financements, à ma connaissance, ils ont levé entre 700 et 900 millions de dollars. Ils ont été nés en même temps que nous. Bon, voilà. C'est un acteur dominant qui va commencer à devenir un acteur américain. En fait, ils ont créé ça pour s'opposer à l'acteur dominant actuel, qui est un Chinois, c'est DJI, la société, qui est le leader mondial du drone. Je pense qu'ils ont 80-90% du marché. On a rarement eu un marché aussi dominé. Et ces gens-là, eux, ils posent plein de problèmes de souveraineté. Tout le monde les utilise. D'accord ? Donc, on est capable de les rendre à peu près étanches, mais c'est un acteur industriel chinois qui vend toutes les armées à tous les pays. C'est un problème. Et en Europe, en fait, classique, on va avoir 2, 3, 4 acteurs qui émergent par pays. Et donc par pays, donc là, et on connaît bien le processus, on a beau parler d'une armée européenne, de système de défense européen, après quand il s'agit d'acheter, chacun va défendre son champion, ce qui est logique. On en a un en France qui est très bien et qu'on connaît bien,
et Parrot. Parrot. D'accord. Il y en a un sur le côté un peu plus militaire, longue élongation, c'est Delair. Donc, il y a des acteurs de valeur. Et il y en a pas mal. Il y en a 4 ou 5 en France qui tiennent la route. Mais il y en a autant en Allemagne, en Italie et tout ça. Et à un moment, si on veut une vraie solution souveraine et qu'on a un marché fragmenté, et bien là, la solution, c'est la plateforme informatique indépendante. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, on est à cette bascule-là. En France, les 3 ministères principaux régaliens, que sont la justice, l'intérieur et la défense, s'intéressent beaucoup à Uavia, ont essayé nos solutions et disent c'est ça qu'il nous faut et c'est ça qu'on doit sécuriser dans nos plateformes centralisées, dans le système d'information des armées, dans les systèmes d'information du ministère de l'Intérieur. À partir de ce moment-là, on résout le problème d'abord pour eux ici, et ce qui fait qu'ils peuvent plugger différents drones, et on a résolu le problème de la souveraineté, parce que les drones, on les rend en fait souverains, même si à la base, ils sont fabriqués par XYZ. Voilà. Ils peuvent être européens et tout ça, mais simplement, si vous les prenez un par un, bah, à chaque fois, il faut, c'est ce que disait Julien au début, c'est ce à quoi ont été confrontés les industriels. Ce sont des projets à chaque fois, d'accord? Et à chaque fois, vous avez les dizaines de millions qui partent pour dire, bon alors, comment on utilise, comment on intègre son interface, etc., pour faire les tests de cyber et tout ça. Les rendre plug and play, chacun. Donc nous, aujourd'hui, pourquoi on est des champions? On veut concrétiser tout ça, et là, on est à une bascule, on le sait bien, il y a un gros changement qui se passe sur ce secteur d'activité qui vient de, on va dire, de ce qui s'est passé en Ukraine, qui vient de l'attitude américaine en ce moment. En fait, on a la Chine et les États-Unis qui, économiquement, sont en train d'afficher une souveraineté extrême avec des droits de douane, avec de l'empêchement dans tous les sens. L'Europe doit s'organiser. On espère qu'on a, sur un sujet, une solution à un problème qui paraît à la base absolument ingérable, de gérer 30 ou 40 constructeurs de drones explosés. Voilà. Après, donc, il y a la France. Il faut qu'on arrive à devenir, bien sûr, le leader français, le leader qu'utilisent toutes ces administrations-là, le ministère de l'Environnement aussi, hein, les ports, c'est le ministère des Transports, tout le côté environnemental, pareil, hein, détecter les fumées des bateaux, ce qui se passe en mer. La marine, elle est mobilisée sans arrêt par les affaires maritimes qui sont civiles sur tout ce qui se passe en mer, les pollutions, les bateaux pas aux bons endroits, etc., etc. Donc nous, notre objectif cette année, c'est d'affirmer notre leadership et de montrer à l'Europe que oui, dans un premier pays, il y a une solution souveraine qui se déploie, et puis très prochainement, d'essayer, évidemment en collaboration avec les autorités que sont la DGAC et les ministères dont j'ai parlé, d'arriver à faire de ça un leadership européen. Et je pense qu'on est armé pour. Et donc le marché est à ce moment-là. Voilà. Donc voilà. Commencement du. Exactement. Commencement du vrai business. Exactement. Ouais, très intéressant. Alors, est-ce qu'on a une question suivante? Alors, agissez-vous comme intégrateur de solutions logicielles ou marketplace? En gros, est-ce que vous êtes l'unique intégrateur de votre solution ou est-ce que, comme un modèle IT, vous êtes un logiciel que des intégrateurs vont proposer à leurs clients finaux? C'est plutôt la deuxième option. Nous, on est éditeur de logiciels. Ouais. Donc, on se concentre sur ce qu'on sait faire, développer du bon logiciel, le packager pour qu'il puisse être déployé par des intégrateurs dans tous les secteurs dont on a déjà évoqué. Et après, le côté marketplace peut s'envisager, effectivement. Nous, encore une fois, c'est le sens de l'histoire qu'on a essayé de montrer à travers le webinaire. C'est sur la base de notre infrastructure, on est capable de venir agréger des logiciels, du matériel, et donc rendre, je dirais, l'expérience pour l'utilisateur la plus simple possible dans les processus d'achat, dans la capacité à tester et annuler un achat. Enfin, tout ça permet à l'utilisateur de plus facilement faire du test and learn sur le drone avec un grand D, quoi. Et ça me permet d'arriver plus vite à ce qui va l'intéresser, en fait. On est vraiment confronté à des utilisateurs qui s'intéressent au sujet du drone et pour autant ne savent pas forcément par quel biais commencer. Ou alors, on a même des gens qui sont allés très loin et qui envoient les limitations du drone télépiloté, encore, hein, j'y reviens, et qui se disent, bon, maintenant, il faut que je passe à l'échelle, avec quelque chose qui me permet de tester plus rapidement, d'agréger. J'entends qu'on peut faire du computer vision, j'entends qu'on peut faire de l'intelligence artificielle sur des images, etc. Il faut que je puisse agréger ça, parce qu'encore une fois, je ne vais pas faire un projet pour tester une chose. Donc c'est un peu l'idée. Et nous, on se positionne comme cela. Après, ça ne nous empêche pas
dans la phase qui est la nôtre actuellement, de fournir des solutions clés en main à certains de nos utilisateurs que je considérerais clés. L'idée, c'est pas de faire ça toute notre vie, mais quand on a des utilisateurs qu'on considère clés, qui sont représentatifs d'un segment de marché, là, on va les accompagner de A à Z pour, nous prendre tous les inputs et faire évoluer notre produit dans leur sens. Et donc, pour revenir sur la question, en fait, c'était, oui, agissez-vous comme intégrateur de solutions logicielles? Non, vous êtes éditeur de solutions logicielles. Exactement. Et vous, peut-être que demain, il y aura des intégrateurs en Australie ou ailleurs qui vont dire, moi, j'ai un grand client, je fais l'intégration IT, il travaille sur les drones, moi, je vais intégrer votre solution, vous allez vendre le logiciel, et moi, je serai l'intégrateur. Et donc, vous serez dans une démarche pas de vente directe, mais de vente indirecte. Bien sûr. Et c'est exactement, on est à cette phase-là, c'est-à-dire ce que disait Julien est absolument vrai. Les premiers clients, on a joué ce rôle-là parce qu'il faut comprendre. Mais là, on veut passer la main. Là, on est en train, une de nos actions cette année, c'est de travailler avec des partenaires pour que eux fassent l'acquisition en fait, de nos technologies, point de vue compétences, soient formés et puissent la déployer derrière. Sur le modèle économique, oui, donc on va passer à un modèle indirect. Nous, on vend des licences. C'est éditeur, pas voilà, on vend des services d'accompagnement parce que les gens qui ont besoin de démarrer, ils démarrent, mais ça, c'est du très bon business derrière pour les intégrateurs. Et sur le côté store, nous, on veut que nos licences soient partout, évidemment. Maintenant, on n'est pas des cannibales, on n'est pas Apple. Donc aujourd'hui, est-ce que le modèle de store pour prendre en fait à la Apple de l'argent sur tout le monde qui voudrait se positionner, aujourd'hui, ça serait vraiment particulièrement contre-productif. Oui. On veut au contraire montrer à ces gens-là qu'on est des acteurs bienveillants qui peuvent leur amener du nouveau business et qu'on est capable de gérer en partenariat avec eux des intégrations. Mais nous, ce qui est très important, c'est la vente de nos licences logicielles, de la plateforme et des drones qui sont attachés. C'était important de le repositionner. Question suivante. Alors, attendez. Question suivante. Quel est le cœur de votre valeur? Le logiciel de pilotage autonome, la capacité à intégrer des environnements de supervision ou la maîtrise des plateformes hardware? C'est un débat, c'est même du Avia, ça. Il est réglé le débat, mais bon. Bon, vas-y, j'ai peur de donner une réponse différente du président. Il y a des choses au service de l'autre. Vas-y. Non, effectivement, la partie navigation autonome, effectivement, à mon sens, c'est cœur dans notre proposition de valeur et dans notre logiciel. Mais il n'y a pas que ça, il y a la plateforme, l'aspect collaboratif de la plateforme et toute la cybersécurité qu'on vient agréger autour et qui permet finalement d'avoir une solution d'entreprise. Aujourd'hui, tous nos concurrents, à mon sens, n'ont pas de solution d'entreprise telle que nous, on peut le proposer. Et c'est ça le cœur de notre système. C'est de dire, on a packagé quelque chose qui peut se déployer dans des DSI où, encore une fois, les étapes de validation sont nombreuses, sont difficiles, coûteuses. On sait faire ça. On a cette valeur-là. Au-delà même du logiciel, on a cette compétence-là de franchir ces étapes. Donc, on a développé, et Julien a raison, on a développé des briques technologiques dans la première phase du Avia, fondamentales, sur des enjeux de télécommunication, parce qu'il ne suffit pas de mettre des modems 4G, 5G, il faut gérer la latence. On a des latences très faibles, sinon ce n'est pas utilisable. Sur la navigation autonome, ce sont des différenciants forts avec des brevets chez Avia. Maintenant, nous sommes un éditeur logiciel qui est une entité business. On vend des licences de notre infrastructure logicielle. Et donc, ces briques technologiques sont au service de notre business. Et notre business, c'est de déployer cette infrastructure. Et on peut justifier des licences du fait que sur certains usages, notamment, on a des particularités liées à cette valeur ajoutée. Mais de plus en plus, on a l'objectif de devenir compatible avec une multitude de drones. Certains utiliseront directement notre intelligence embarquée pour faire des fonctions particulières. Pour d'autres, on fera des choses plus simples, mais la plateforme restera l'entité centrale qui permettra aux gens de ne pas se prendre la tête avec 10 solutions différentes. Donc voilà, donc notre métier. Et aujourd'hui, notre intégration avec les SI qui sont déjà présentes dans nos environnements clients sont une priorité fondamentale. Et après, les gens ont l'intelligence de voir qu'on a développé des technologies profondes qui font la différence. Et si vous voulez, dans les acteurs plateformes, il y a 2 ou 3 sociétés au monde qui sont des acteurs de
d'interface, on va dire, de contrôle-commande du système de drone. Et il n'y en a aucun qui peut mettre en œuvre, depuis une plateforme, les systèmes de navigation autonome qu'on a développés. Donc c'est un différenciant par rapport à ça qui nous permet de couvrir tous les usages. Voilà. Important de préciser. Question suivante. À quel niveau du logiciel embarqué prenez-vous la main sur le drone, le kernel, l'OS ou le middleware? Bon, il y a peut-être des gens qui vont se sentir un peu malheureux avec ce niveau. Il y en a oublié. Alors franchement, bon, nous on n'est pas des experts de la question, mais je peux peut-être tenter d'y répondre. Et pour moi, c'est ni l'un ni l'autre, ni le troisième. Kernel, OS. Pour moi, on prend la main en fait potentiellement à plusieurs niveaux sur un drone, parce qu'en fait les drones sont encore une fois tous différents. Il y a des drones qui, on va dire les drones, on les a cités, DJI et Parrot, qui sont des constructeurs renommés, vendent leurs drones avec des SDK, ce qui permet d'avoir une publication formelle de comment on peut interagir avec le drone. Donc en général, on se base sur ces documentations-là pour prendre la main sur les autopilotes. Après, il y a d'autres façons de faire, pour rentrer à chaque fois dans le détail, mais voilà, on peut aussi s'interconnecter avec du pilote. Donc là, il n'y a pas de SDK, c'est d'autres, il y a des messages Mavlink, etc. Mais encore une fois, c'est plus bas niveau. Mais là, franchement, ça sort de mon champ de compétences. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fonction du matériel qu'on a en face de nous et je dirais, du niveau d'interface que nous propose ce robot, on puisse interagir avec lui, soit des SDK, soit à plus bas niveau, avec d'autres types de protocoles. Et après, bien sûr, on s'interface aussi avec autre chose qui est quand même, on ne le dit pas, mais qui est quand même très important, c'est la payload, c'est le capteur. C'est-à-dire qu'à la fois, on s'interface avec l'autopilote du drone pour le manipuler, pour l'envoyer là où on le souhaite, mais on s'interface avec la payload et on prend directement les données au niveau de la payload pour être transmises directement sur notre plateforme. Donc là, l'objectif, c'est aussi d'optimiser. Tu en as parlé très rapidement. On a un pipeline de données qui part du plus près du capteur jusqu'à la plateforme. Et à différentes étapes, on va optimiser potentiellement les données pour optimiser les bandes passantes qu'on nous octroie vis-à-vis des couvertures télécom, etc. Donc, on a différents niveaux d'intégration. Encore une fois, ça dépend beaucoup du matériel. Il faut nous voir, pour répondre sans rentrer dans les OS, kernel, middleware, on est, du point de vue du drone, un orchestrateur. Voilà. Donc, on se met là où on peut, plus ou moins bas niveau, pour orchestrer. On ne change rien aux sécurités du drone. Un drone, il a un autopilote. Nous, on ne remplace pas l'autopilote. Mais on peut orchestrer l'autopilote à partir de toutes les informations qu'on agrège et qui lui sont transmises depuis la plateforme. Voilà. Et une nouvelle fois, ça peut être plus ou moins profond. Ça va dépendre des besoins d'usage. Donc, on est à l'écoute de nos clients qui s'intéressent à un drone ou à un autre, qui ont déjà des doctrines d'emploi. Et ça va forcément évoluer. Il y aura aussi des intégrations beaucoup plus simples, via quasiment où on va leurrer les interfaces des drones existants pour leur faire ce qu'elles font aujourd'hui sans s'occuper de la navigation. Ce n'est pas un problème, en fait, à terme. Mais aujourd'hui, on peut faire tout et on peut faire les choses les plus compliquées. Et progressivement, on veut pouvoir faire tout pour le bénéfice des utilisateurs et donc aussi des fabricants de drones. Et les fabricants de drones, comme tu disais, ce qui permet à des fabricants de drones qui ont des drones qui sont spécifiques à des métiers, donc ils ont la connaissance du métier, ils ont développé le drone pour ça, de s'affranchir de toute l'étape IT, connexion, sur lequel ils n'ont pas la compétence pour pouvoir adresser des marchés industriels. Et là, pour le coup, c'est la maison de la porte ouverte. Et via UAVIA, ils peuvent tout de suite adresser des marchés internationaux, parce que j'allais dire, avec une dimension sécurisée et tout en gardant leur spécificité. Et ça, pour le coup, c'est un vrai point important. Alors, on continue. Question. Alors, on a plus de questions. On a un message encourageant que je vous laisse lire de notre chère Natacha. Natacha, nous te saluons. Nous te saluons, Natacha. Alors, moi, j'ai une petite question. Ah, vas-y. Attention. Oh là. On a parlé pas mal de souveraineté. Le jury l'avait relevé. Le jury avait dit fondateurs et actionnaires engagés pour une souveraineté opérationnelle sur des marchés ultra critiques et compétitifs. Oui. On est d'accord là-dessus. On est sur une dimension informatique. Tu l'as bien expliqué, l'histoire de l'informatique. Tu as bien expliqué le positionnement que vous aviez en tant que professionnel du IT. Et donc, la question que je vous pose, rapport aussi aux expertises du pôle, on sait très bien que une partie des grands succès de l'industrie IT française s'est déployée
avec l'open source. D'ailleurs, on a un de nos champions qui est un modèle là-dessus, hein, qu'on aura demain ou après-demain, je crois, c'est ProDevel. Du coup, la question que je me pose et que je voudrais vous poser, c'est que est-ce que finalement, pour déployer le plus vite possible dans le monde entier, il n'y aurait pas la nécessité ou l'intérêt de faire un premier modèle open source? Alors, l'open source, il faut le prendre à ce niveau-là comme un sujet de modèle économique. Parce qu'on peut faire la même chose en open source ou pas open source. Dans le monde du drone, il y a de l'open source aujourd'hui en couche très basse. D'accord, comme il y a Linux, comme voilà. Donc il y a ArduPilote qui était cité, est un autopilote open source, qui est du coup accessible à beaucoup de constructeurs petits. Pour les constructeurs. Exactement. Une plateforme d'IoT, puisque c'est un peu ça qu'on est assez rarement un modèle open source. Donc aujourd'hui, ce qu'on dit simplement, c'est qu'on vend des licences d'utilisation avec certaines obligations de respect de nos technologies, certaines limites d'usage parfois, et qu'on est dans un monde, on s'adresse à un monde de géants industriels. Les plateformes d'IoT, elles ne viennent pas de petites sociétés. Aujourd'hui, on s'est pris une place, et notre place, nos solutions doivent se déployer comme elles le sont déjà chez des énormes groupes industriels, dans des systèmes régaliens où il y a des acteurs qui sont sur les plateformes IoT ou sur les hyperviseurs, absolument pas des acteurs de l'open source. Donc, on s'introduit là-dedans, mais je viens de dire, quand je dis par exemple, on n'est pas en train de faire un store, d'accord, on est en train d'amener une valeur ajoutée aux fabricants de drones, aux intégrateurs systèmes, aux éditeurs logiciels applicatifs, sans avoir besoin de passer par le scénario de l'open source. Le scénario de l'open source, en général, il implique de mettre en œuvre derrière, pour être rentable, des procédures de développement ad hoc, complémentaires, de maintien en conditions opérationnelles, de support, de choses comme ça. Et du coup, ça nous éloignerait pas mal de notre vraiment métier d'éditeur logiciel. D'accord. Ok, donc je connais bien le sujet de l'open source. Je suis administrateur d'une des boîtes qui est sortie historiquement qui connaît le pôle systématique, qui a été graine de champion et dont je pense qu'à un moment elle va devenir championne tellement elle monte. Ils sont sur un modèle open source que j'ai parfois expliqué moi dans la communauté systématique au tout départ. Mais je pense que nous, on est arrivé à un point où on peut donner les valeurs de l'open source sans changer complètement nos modèles économiques vis-à-vis de nos industriels. Il y a une chose que je souhaite dire par rapport à ça. Vous avez des solutions open source, vous avez aussi des sociétés à mission. En fait, plus ça va, plus on a identifié une mission chez Uavia, indépendamment du modèle économique, open source ou éditeur. Et en fait, Uavia a une mission. La mission, on l'a mis sur les slides, c'est la protection de l'humain et de son environnement. Et ça englobe un certain nombre de choses. C'est pas du greenwashing, c'est pas de la défense, c'est de dire nos solutions, elles sont là, elles protègent soit des infrastructures, soit des lieux qui sont sensibles parce qu'ils sont vulnérables et qui sont critiques, qui permettent à des gens de protéger l'humain plus efficacement, d'éviter des crises environnementales. Rien ne dit sur la durée que cette mission ne devienne pas inscrite dans notre ADN, c'est-à-dire dans nos statuts. D'accord. Voilà. Donc c'est une discussion avec nos actionnaires, ceux qui sont déjà là et ceux qui sont en train de rentrer. Voilà. Mais donc on a beaucoup de valeur, je crois. On l'a montré, nos clients le savent. On a la confiance de gens qui ont des métiers de valeur intégrale. Mais on n'est pas aujourd'hui sur un modèle open source pour les raisons que j'ai expliquées. Voilà. Non, mais que j'assume. Non, mais c'est très bien. Et effectivement, la spécificité que vous avez, j'allais dire, compris, et c'est ce que tu as expliqué dès le départ, en fait, tout vient de là, c'est le fait de dire qu'effectivement, on se positionne dans une évolution d'économie et on va prendre la brique nécessaire. Et effectivement, cette brique-là, vous l'avez démontré déjà, et ce serait, j'allais dire, effectivement, le modèle open source, il a pas légitimité à être là aujourd'hui.
peut-être sur d'autres sujets, mais en tout cas, là, la place que vous avez prise, elle est vraiment stratégique. Et... Il est possible qu'à terme, certaines de nos briques essentielles, on pourrait se poser la question sur certains de nos brevets et tout ça, de mettre des briques, parce que je vois une question supplémentaire spécifique au marché du drone. On a probablement un certain nombre d'assets technologiques qui pourraient être utiles à d'autres sujets. Ah, oui. On ne s'interdit pas de regarder ces choses-là, mais sur le sujet qui nous occupe, et les sociétés doivent être focus à ce stade, c'est très important, on n'est pas sur ce quart d'heure-là. Marché du drone, oui, alors un drone en anglais, c'est pas forcément un truc qui vole. Donc oui, la question c'était rapport au robot. Oui, bah oui. Par rapport à la robotisation. On regarde en fonction des utilisations, d'interfacer des robots terrestres, enfin des rovers. Des robots marins. Oui, ça a été fait pour. Après, on sait aujourd'hui où est la demande forte, on se focalise là-dessus, mais notre plateforme et nos logiciels ont été pensés dans le cadre de cette évolution. Donc on n'insulte pas l'avenir, c'est probablement que ça viendra. Ça viendra. En tout cas, vous aurez le module qui sera opérationnel. Très bien. C'est bon. Eh bien, écoutez, voilà, on arrive au terme de cet échange. Mais merci en tout cas d'être venu sur notre site pour merci à toi. Participer à ce webinaire. Je pense qu'effectivement, c'était intéressant. Il y a des sujets qui ont été plus clairement expliqués. Et je pense que pour notre auditoire, c'était important d'avoir tous ces points de vue. Et voilà, donc juste, je vais vous faire une dernière information. Donc, suite de notre semaine des champions, donc demain, ce sera la société Sequoia qui va nous parler de cybersécurité. Jeudi, c'est Probable, l'autre acteur de l'open source qui travaille sur l'IA. Et puis, pour le dernier jour, ce sera Candela, un des grands acteurs au niveau mondial, maintenant, on peut le dire, de l'informatique quantique photonique. Et là, pour le coup, c'est vraiment important. C'est le premier grand acteur du quantique qui sera champion du pôle, qui est champion du pôle. On est super fiers d'être nommé avec tous ces gens-là qu'on connaît bien. Oui. Et franchement, c'est une super promotion. On est ravis d'en être. Eh ben, très bien. Eh ben, écoutez, on est ravis en tout cas. Et Natacha qui nous suit est certainement aussi ravie que moi de vous avoir embarqué dans cette aventure champion. Merci encore. Merci. Merci Myriam. Merci Pierre. Bonne journée. Merci Julien. Merci Bonne journée à tous. Merci le Et à demain pour Sequoia.